Signe juste ça, a exigé ma femme, son avocat affichant un sourire narquois à ses côtés. J'ai signé sans dire un mot et je suis sorti. 24 heures plus tard, son avocat l'a appelé, la voix tremblante, j'ai vérifié ses antécédents. Valérie, qui as-tu épousé? Elle n'avait aucune idée de qui elle essayait de voler. Je m'appelle Jean-Pierre Delacroix. J'ai 60 ans. Depuis 35 ans, j'enquête sur la criminalité financière pour les grandes entreprises du CAC 40. Je traque l'argent à travers des sociétés écrans et des comptes offshore jusqu'à ce que je trouve le voleur. Mais ma femme, Valérie, pense que je suis juste un simple comptable pour des PME. Je l'ai laissé croire ça. Cet après-midi-là, elle est entrée dans mon bureau avec un inconnu. Un jeune type, la quarantaine, portant un costume à 3000 €. Maître Nicolas Mercier, avocat à la cour. Ouais, ce regard suffisant qu'ont les avocats quand ils pensent mener la danse. Valérie a jeté des papiers sur mon bureau. J'ai besoin que tu signes ça. C'est quoi, ai-je demandé. Une procuration générale, a coupé Nicolas, s'installant dans le fauteuil comme s'il lui appartenait. Procédure standard. Juste pour transférer l'accès au compte pour faciliter la gestion du ménage. J'ai feuilleté les pages. Procuration financière totale. Autorité de signature complète. Accès intégral au compte joint. Pourquoi maintenant? J'ai regardé Valérie. Elle a souri. Ce vieux sourire. Parce que je t'aime, Jean-Pierre. Parce que les gens mariés se font confiance. Nicolas a tapoté son stylo Montblanc. C'est la routine, monsieur Delacroix. À moins que vous ne fassiez pas confiance à votre femme. J'ai soutenu son regard pendant 3 secondes. Il a détourné les yeux le premier. Si tu m'aimes, a dit Valérie plus doucement, tu signeras. J'ai pris mon stylo et j'ai signé lentement, clairement. Puis je me suis levé et j'ai marché vers la porte. Jean-Pierre, surprise dans sa voix. Tu as eu ce que tu voulais, ai-je dit sans me retourner. Derrière moi, Nicolas a gloussé. Eh bien, c'était plus facile que prévu. Valérie a ri. Je t'avais dit qu'ils se coucheraient. Les verres ont teinté. Ils célébraient déjà. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais échangé les documents. Le vrai était déjà dans le tiroir de mon bureau. Ce qu'ils ont, c'est ma version. Même format, terme très différent. J'ai traversé le couloir que j'avais rénové il y a 5 ans pendant que Valérie était à une conférence à Aix-en-Provence. C'est probablement laquelle a rencontré Nicolas. Je suis monté dans mon 4x4. J'ai placé l'enveloppe scellée sur le siège passager. Préparée il y a 3 jours, prête à partir. Je ne fuyais pas. J'exécutais mon plan pendant que Valérie jouait à la reine. Je faisais ce que je fais de mieux, suivre l'argent. Et ce que j'ai trouvé était magnifique. Elle n'a jamais demandé ce que je faisais vraiment. Elle n'a jamais lu au-delà du mot comptable. Elle n'a jamais tourné la 2e page de ses documents. Elle n'a jamais vu la clause que j'ai rédigée il y a 7 ans. J'ai démarré et pris la direction du nord pour retrouver mon véritable avocat. Dans le rétroviseur, notre maison rétrécissait. Cette belle bâtisse en pierre de taille dans les Yvelines. Elle avait insisté pour celle avec un crédit. Elle pensait que nous avions encore celle qui n'était pas du tout à son nom. J'ai allumé ma première cigarette en 8 mois et j'ai souri. Il pensait que la partie commençait. Elle était déjà terminée. Le téléphone de Valérie a vibré à 6h30 le lendemain matin. Je l'ai entendu depuis la chambre d'amis où je dormais depuis 3 mois. Elle laissait toujours la sonnerie au volume maximum comme si elle attendait quelque chose d'important. J'étais déjà habillé, café en main, regardant le lever du soleil par la fenêtre, attendant. Sa voix a traversé le mur, étouffée d'abord, puis plus forte. Nicolas, il est 6h du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris une gorgée de café. Pile à l'heure. Comment ça, tu as vérifié ses antécédents? Je t'avais dit que ce n'était pas nécessaire. Son ton a changé. Défensif maintenant. Ce ton tranchant qu'elle prenait quand quelqu'un la remettait en question. De quoi tu parles? C'est un comptable. Il fait les impôts pour des petites entreprises. Silence assez long pour que je sache que Nicolas parlait vite, expliquant. Probablement en sueur. C'est impossible. Je le connais depuis 7 ans.
Il travaille à la maison. J'ai vu ses clients. J'ai souri. Ses clients étaient assez réels. De petites opérations que j'aidais à côté. Un petit écran de fumée. Jamais entendu parler d'eux. Un quoi? Nicolas, tu ne fais aucun sens. Ses pas se sont rapprochés. J'ai entendu sa porte s'ouvrir, puis ses pieds nus dans le couloir. Elle vérifiait mon bureau. J'ai entendu la poignée de porte tourner. Il n'est pas là, a-t-elle dit au téléphone. Sa voiture est partie. Plus de silence. Nicolas déballait tout maintenant. Attends, répète ça doucement. Il est quoi? Je me suis levé et j'ai marché vers la cuisine, j'ai mis ma tasse dans l'évier, j'ai attrapé mes clés. Auditeur forensique? Nicolas, c'est quoi bordel un auditeur forensique? Je pouvais entendre la panique s'infiltrer. Ce craquement dans sa voix quand les choses ne se passaient pas comme prévu. Il enquête sur les crimes financiers. Pour qui? Nicolas. Il équilibre les comptes pour des épiceries et des salons de coiffure. La porte d'entrée de mon bureau s'est ouverte. Elle se tenait là en peignoir, le téléphone pressé contre son oreille, fixant la pièce vide et mon bureau, à l'endroit où elle m'avait fait signer ses papiers hier. Elle m'a vu dans l'encadrement de la porte de la cuisine, nos yeux se sont croisés. Nicolas, a-t-elle dit doucement, soutenant toujours mon regard. Qui ai-je épousé? J'ai levé ma tasse de café dans un petit salut, puis je suis passé devant elle vers le garage. Jean-Pierre. Jean-Pierre, attends. J'ai ouvert la porte du 4x4. Où vas-tu? De quoi parle Nicolas? Jean-Pierre. J'ai démarré le moteur. Elle a couru vers la fenêtre du conducteur, frappant la vitre. Réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai baissé la vitre de 5 centimètres. Tu veux contrôler les comptes, Valérie? Vérifie-les. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais lire les documents avant de les signer, surtout les clauses concernant la coercition frauduleuse. Mon visage est devenu blanc. Quoi? Tu as fait entrer un avocat dans notre maison pour me mettre la pression afin de me faire céder le contrôle financier. Ça s'appelle de l'abus de faiblesse et du dol. Le document que tu as ne vaut pas le papier sur lequel il est imprimé. Mais le mien. J'ai passé la marche arrière. Le mien est déjà enregistré. Enregistré où? Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, ce que je fais depuis 35 ans, Valérie. Je suis l'argent. Ton argent, l'argent de Nicolas, tout. J'ai reculé hors du garage. Elle se tenait là, le téléphone pendant de sa main, la bouche ouverte dans mon rétroviseur. Je l'ai regardée rétrécir. Cette grande maison derrière elle, la maison qu'elle pensait être sur le point de posséder entièrement. Mon téléphone a sonné. Sophie, ma fille aînée. Papa, maman m'appelle en hurlant à propos d'avocats et de comptes. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai tout ce soir, ai-je dit. Mais ma chérie, souviens-toi de ce que je t'ai appris sur la protection de ce qui est à toi. Ne laisse jamais personne savoir ce que tu as vraiment jusqu'à ce qu'ils te montrent qui ils sont vraiment. C'est bien ma fille. J'ai raccroché et je me suis inséré sur l'autoroute. Derrière moi, Valérie rappelait probablement Nicolas, hurlant probablement, réalisant probablement que le comptable silencieux qu'elle avait méprisé pendant 7 ans venait de démanteler tout son plan en moins de 24 heures. Le soleil se levait complètement maintenant. Ça allait être une belle journée. Le bureau du greffe sentait le vieux papier et les néons. J'étais déjà venu ici il y a des années pour tout mettre en place. Mon téléphone a sonné 5 fois avant midi. Toujours Valérie. J'ai ignoré. À la banque BNP, Marguerite a glissé un dossier sur son bureau. Monsieur Delacroix, les transferts ont été complétés ce matin. Votre femme a essayé d'accéder au compte épargne joint à 10h15 et l'accès a été refusé. Elle a appelé 3 fois, menacée d'action en justice. Elle a dit qu'elle possédait la maison de Saint-Cloud et qu'elle emmènerait ses affaires ailleurs. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai sorti les registres de propriété. La maison est détenue par une SCI familiale dont les statuts sont verrouillés. C'est le cas depuis 8 ans. Son nom n'apparaît nulle part sur le titre. J'avais acheté cette maison 2 ans avant de rencontrer Valérie. Acheté comptant grâce à un contrat de consultant en Suisse.
mise en SCI le même jour où nous nous sommes mariés sous le régime de la séparation de biens. Je l'ai laissé penser que nous l'avions acheté ensemble. Elle a choisi les meubles, choisi les couleurs de peinture, planté des rosiers. Elle pensait que c'était à elle. Ça ne l'a jamais été. Elle vous a accusé de fraude, a continué Marguerite. Je lui ai expliqué que les biens propres et les structures préexistantes ne sont pas sujets au partage. Comment a-t-elle pris ça? Elle a raccroché. Mon téléphone a vibré. Sophie, maman appelle tout le monde. Elle dit que tu as tout volé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu par texto, je passe ce soir. Marguerite a sorti un autre document. La carte de crédit qu'elle utilisait. La carte corporate de votre cabinet de conseil. Vous étiez le titulaire principal, elle était utilisatrice autorisée. J'ai révoqué l'accès ce matin. Quels sont les dégâts? Sur les 12 derniers mois, 83 000 €. Le modèle montre des charges les mardis et jeudis. Restaurants étoilés, chambres d'hôtel, réservation l'après-midi. Nicolas. Les charges correspondent aux entrées de calendrier dans votre compte partagé. Elle les avait étiquetées au cours de yoga et les séances de méditation. J'ai ri. Elle n'a jamais su couvrir ses traces. Marguerite a fermé son ordinateur portable. Et maintenant? Maintenant, elle réalise à quel point elle a peu. Pas de maison, pas de compte, pas de carte, même pas cette machine à expresso. Achat d'entreprise. Vous aviez prévu ça, préparé depuis notre rencontre. Je voulais croire aux secondes chances après la mort de Caroline, mais je n'allais pas être vulnérable à nouveau. Je me suis levé. Merci d'avoir tout géré. Dehors, le soleil de l'après-midi réchauffait mon visage. Encore un arrêt. Le box de stockage dans le 15e arrondissement. Celui dont Valérie ignorait l'existence. Où je gardais des copies de tout. Relevés bancaires, SMS, reçus d'hôtel, preuves, documentation, protection. Je ne la détruisais pas, je m'assurais juste qu'elle ne pourrait pas me détruire. Le loft de Sophie avait des murs en briques apparentés de grandes fenêtres. Elle avait bien réussi. Banque d'affaires, vive comme sa mère. La force de Caroline sans la vulnérabilité. Claire était déjà là. Ordinateur portable ouvert. Ma fille cadette, avocate d'affaires venue de Lyon ce matin. Papa. Sophie a versé du café. Maman a appelé 6 fois. Elle est hystérique. Elle dit que tu l'as verrouillé de tout. J'ai protégé ce qui est à moi. Elle a essayé de le prendre. Claire a tourné son écran. J'ai sorti la procuration qu'elle a déposée. Contrôle financier complet. Si elle avait été valide, elle aurait pu vider chaque compte. Mais elle n'est pas valide. Non. La clause de nullité en cas de coercition que tu as intégrée il y a 7 ans. Quand elle a amené Nicolas Mercier, elle l'a déclenché. Le document s'annule de lui-même. Claire avait l'air impressionnée. Travail sophistiqué. Sophie s'est penchée en avant. Nicolas Mercier. On l'a cherché. Il est plus que son avocat. Je sais. Je le piste depuis 8 mois. Depuis combien de temps sais-tu qu'elle te trompait, a demandé Claire. Depuis le printemps. Je vérifiais la sécurité de notre réseau domestique. Elle utilisait notre Wi-Fi pour les appels. Pas très malin. Le journal d'appel montrait le même numéro plusieurs fois par jour. Maître Nicolas Mercier. La mâchoire de Sophie s'est serrée. Tromperie et vol. Ça y ressemble. On peut porter plainte. Fraude. Association de malfaiteurs. J'ai levé la main. Je ne suis pas intéressé par la prison. Je me protège juste et je m'assure qu'elle part sans rien de ce qui m'appartient. Claire a affiché un autre écran. Le registre foncier montre la propriété par la SCI depuis 2015. Bien propre, entièrement protégé. Maman n'a aucune réclamation possible. Sophie a fini, aucune. Son entreprise, a demandé Claire, ce truc de décoration d'intérieur. J'ai surveillé ses comptes. L'argent qui y transite ne correspond pas à des clients légitimes. J'ai tout documenté et déposé des signalements au fisc. Ils vont l'auditer. S'ils trouvent ce que je pense, elle a de plus gros problèmes que notre divorce. Claire s'est rassise.
Tu as monté un dossier, protégé les preuves. Mon téléphone a vibré. Valérie, Jean-Pierre, s'il te plaît. On doit parler. Je leur ai montré. Tu réponds, a demandé Sophie. Quand elle sera prête pour une conversation honnête. Pour l'instant, elle est sous le choc, pensant qu'elle peut réparer ça. Elle ne peut pas. Claire a fermé son ordinateur. De quoi as-tu besoin de nous? Je voulais juste que vous l'entendiez de moi. Elle va se peindre en victime. Vous devez connaître la vérité. On sait, a dit Sophie fermement. Votre mère, Caroline, m'a appris quelque chose avant de mourir. Elle a dit, si jamais j'aimais à nouveau, assure-toi de savoir qui ils sont vraiment avant de leur donner le pouvoir de me blesser. J'ai essayé de suivre ça avec Valérie. J'ai gardé un œil ouvert. Le silence s'est installé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Claire. Valérie réalise qu'elle n'a aucun levier, pas d'argent, pas de maison, pas d'accès. Elle va essayer de négocier, puis de menacer, puis elle partira. Juste comme ça. Et Nicolas? J'ai souri. J'ai envoyé des documents au bâtonnier de l'ordre des avocats. Plainte déontologique. Avoir des relations intimes avec des clients tout en gérant leurs affaires légales. Un grand interdit. Claire a ri. Tu les détruis tous les deux. Je laisse le système travailler. Je fournis juste les preuves. Nous avons parlé une autre heure. Je leur ai tout montré. Documents de la SCI, relevés bancaires, reçus d'hôtel, enregistrements. Quand je suis parti, le soleil se couchait. Sophie m'a raccompagné. Papa, tu vas bien? Je l'ai serré dans mes bras. Je suis soulagé. Vivre avec quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance est épuisant. Maintenant, je n'ai plus à faire semblant. Maman serait fière. Caroline, je veux dire. J'espère. J'ai conduit jusqu'à la maison alors que les lampadaires s'allumaient. La maison était sombre. Valérie n'était pas là. Probablement à l'hôtel à appeler des avocats. Réalisant que chaque avocat voudrait une provision qu'elle ne pouvait pas payer. À l'intérieur, tout était exactement comme je l'avais laissé. Ma maison, mon sanctuaire. Je me suis versé un verre dans mon bureau. Demain apporterait le chaos, plus d'appels, plus de menaces. Mais ce soir, j'avais la paix. Le fisc ne frappe pas poliment. Il s'annonce avec des lettres recommandées et une autorité fédérale. La lettre de Valérie est arrivée un mercredi matin. Je le sais parce qu'elle m'a appelé en hurlant. Qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était perçante, paniquée. Le fisc me contrôle. 7 ans, Jean-Pierre. Ils veulent 7 ans de registre. J'étais dans un café en train de revoir des dossiers pour un vrai client. Je n'ai rien fait, Valérie. Je leur ai juste fourni des informations. Quelles informations? Tes comptes professionnels. Les dépôts en espèces qui ne correspondent pas à tes factures. Les clients qui n'existent pas. Les dépenses qui ressemblent à du blanchiment d'argent. Tout ça. Silence. Puis plus calme. Tu essaies de me mettre en prison. J'essaie de me protéger. Si tu as tenu une comptabilité propre, tu n'as rien à craindre. As-tu tenu une comptabilité propre? Elle a raccroché. 3 jours plus tard, Nicolas m'a appelé directement. Première fois que nous nous parlions depuis cet après-midi dans mon bureau. Monsieur Delacroix, c'est Nicolas Mercier. Je pense que nous devons parler. Je ne pense pas, non. J'appelle à propos de la plainte que vous avez déposée au barreau. Oh, ça. Comment ça se passe? Sa voix s'est tendue. Vous savez exactement comment ça se passe. Ils enquêtent. Ma licence est en cours de révision. Cela pourrait détruire ma carrière. Vous auriez dû y penser avant de coucher avec votre cliente tout en lui conseillant de voler son mari. Je ne lui ai jamais conseillé de voler qui que ce soit. Non. Comment appelleriez-vous le fait de l'aider à rédiger une procuration conçue pour lui donner le contrôle total de mes actifs? C'était un conseil juridique légitime. Est-ce que coucher avec elle était un conseil juridique légitime aussi? Parce que j'ai des vidéos de l'hôtel qui disent le contraire. 23 visites. Nicolas, l'ordre des avocats a des copies de toutes. Il est resté silencieux un moment. Eh bien, il a parlé à nouveau.
La suffisance avait disparu. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous me laissiez tranquille. Je veux que vous arrêtiez d'appeler Valérie. Je veux que vous disparaissiez dans le trou où les avocats rampent quand ils ont été pris. Elle n'a rien. Vous savez, pas d'argent, pas d'endroit où vivre. Vous l'avez laissée sans ressources. Elle a essayé de voler tout ce que j'ai construit. Je suis censé avoir pitié d'elle? Elle est désespérée, Jean-Pierre. Les gens désespérés font des choses stupides. Est-ce une menace? C'est un avertissement. Faites attention à vous. Il a raccroché. J'ai appelé Sophie immédiatement. Nicolas vient de me menacer. J'ai enregistré l'appel. J'ai besoin que tu déposes une main courante. Papa, tu es sérieux. Très sérieux. Implique Claire aussi. Je veux de la documentation. Si Valérie ou Nicolas tentent quoi que ce soit, je veux une trace papier. Cette nuit-là, j'ai mis à niveau le système de sécurité de ma maison. Nouvelle caméra, détecteur de mouvement, alarme télésurveillée. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais préparé parce que Nicolas avait raison sur une chose. Les gens désespérés font des choses stupides. 2 semaines plus tard, le pare-brise de ma voiture a été défoncé. Pas de témoin. Juste du verre brisé dans mon allée. J'ai appelé la police, déposé plainte, leur ai donné les images de mes nouvelles caméras, montrant une silhouette en vêtements sombres approchant à 3 heures du matin, visage masqué, mais langage corporel familier. Le détective a regardé les images. Vous savez qui c'est? J'ai des soupçons. Ma femme et moi nous séparons. C'est devenu moche. À quel point moche? Contrôle fiscal, plainte au barreau, compte gelé. Ce genre de moche. Il a hoché la tête lentement. On va regarder ça. Mais monsieur Delacroix, vous devriez rester vigilant. Je le suis déjà. J'ai fait remplacer le pare-brise le jour même. J'ai envoyé la facture à l'avocat de Valérie, celui qu'elle avait réussi à trouver avec de l'argent emprunté. Elle s'effondrait et je documentais chaque seconde. Lucas a pris place en face de moi dans une brasserie du centre-ville. 26 ans, officier logistique, en permission. Il avait les yeux de son père et les traits fins de sa mère, mais rien de la cruauté de Valérie. Monsieur Delacroix, j'apprécie que vous me rencontriez. Jean-Pierre, s'il te plaît. Et merci d'avoir pris contact. Il a remué son café. J'ai entendu ce que ma mère a essayé de te faire. Ça semble familier. Ta sœur Camille, elle vient? Elle est en appel vidéo. Elle ne voulait pas prendre l'avion, mais elle voulait faire partie de ça. Il a tourné son téléphone. Camille a fait signe depuis l'écran, assise dans ce qui ressemblait à un petit bureau. Salut, Jean-Pierre. Merci de m'inclure. Bien sûr, vous méritez tous les deux de savoir ce qui se passe. Lucas s'est penché en avant. Notre mère nous a volé. 200 000 € que notre père nous a laissés pour nos études. Elle était censée les protéger. Au lieu de ça, elle a vidé le compte et l'a dépensé pour elle-même. La voix de Camille est venue par le haut-parleur. Des meubles, des vacances, cette stupide rénovation de cuisine. Elle a juste tout pris. Tout notre argent. Nous ne l'avons découvert que lorsque Lucas a essayé de payer pour son école supérieure. Le compte était vide. Quand l'avez-vous confronté, ai-je demandé. Il y a 4 ans, a dit Lucas. Elle a nié au début. Nous étions confus. Puis, elle a dit qu'elle l'avait emprunté temporairement. Puis elle s'est mise en colère et nous a dit que nous étions ingrats, qu'elle nous avait élevés et qu'elle méritait quelque chose pour son sacrifice. Nous ne lui avons pas parlé depuis, a ajouté Camille. Elle a essayé d'appeler pendant un moment. Envoyer des emails. Voulait expliquer, mais il n'y a rien à expliquer. Elle a volé ses propres enfants. J'ai sorti un dossier. Je veux vous montrer quelque chose. Ce sont les comptes professionnels de votre mère. Ce que j'ai donné au fisc. Lucas a scanné les pages. Sa mâchoire s'est serrée. Ces dépôts, ils sont bien trop importants pour du conseil en décoration d'intérieur. Exactement. Elle fait transiter de l'argent par son entreprise. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ce n'est pas du travail légitime. Camille s'est penchée plus près de son écran. C'est pour ça que le fisc la contrôle?
Une partie. L'autre partie, ce sont les revenus non déclarés et les demandes de remboursement de frais frauduleuses. Lucas est rassis. Elle va aller en prison, n'est-ce pas? Peut-être. Tout dépend de ce que le fisc trouve. Mais oui, elle fait face à de graves accusations. Bien, a dit Camille platement. Elle devrait faire face aux conséquences. Elle n'a jamais fait face aux conséquences de quoi que ce soit. Nous avons parlé une autre heure. Ils m'ont raconté des histoires sur leur enfance avec Valérie. La manipulation, les mensonges, la façon dont elle jouait la victime chaque fois qu'elle était prise en train de faire quelque chose de mal. Elle va essayer de te peindre comme le méchant, a prévenu Lucas. Elle dit probablement déjà aux gens que tu es abusif, contrôlant, que tu l'as volé. Laissons-la parler. J'ai de la documentation. Des preuves. La vérité. Camille a souri faiblement. Elle déteste la vérité. C'est sa kryptonite. Quand nous avons fini, Lucas m'a serré la main fermement. Si tu as besoin que nous témoignions, nous le ferons. Au tribunal, devant les avocats, tout ce dont tu as besoin. Elle a essayé de te faire ce qu'elle nous a fait. Ça s'arrête maintenant. Merci à vous deux. Ça signifie plus que vous ne le savez. En rentrant chez moi, j'ai pensé aux familles, comment elles se fracturent, comment la confiance se brise, comment certaines personnes sèment la destruction partout où elles vont. Valérie avait détruit sa relation avec ses enfants pour de l'argent. Maintenant, elle essayait de me détruire pour la même raison. Mais cette fois, elle avait choisi la mauvaise cible. Cette fois, la destruction allait être la sienne seule. L'homme qui est entré dans mon bureau un mardi après-midi n'était pas quelqu'un que je m'attendais à voir un jour. Jean-Pierre Delacroix, a-t-il demandé en tendant la main. Je suis Michel Reynaud, le frère de Valérie. Je me suis levé lentement. Je sais qui vous êtes. Valérie a dit que vous deux ne vous parliez plus. Ce n'est pas le cas, depuis 15 ans. C'est pourquoi je suis là. Il s'est assis sans attendre d'invitation. La cinquantaine, visage buriné, mains usées par le travail. Rien de la façade polie de Valérie. J'ai entendu ce qu'elle a essayé de te faire, a-t-il dit. J'ai entendu parler de la procuration, de l'avocat, de tout ça. Les nouvelles vont vite. Dans la petite ville d'où je viens, les gens parlent. Il a sorti un dossier. Je suis venu parce que tu dois savoir ce qu'elle a fait à notre famille. À moi. Je me suis rassis. Je vous écoute. Nos parents sont morts en 2008. Ils nous ont laissé des parts égales de leur succession. Maison, économie, investissement, environ 400 000 € au total. Valérie était l'exécutrice testamentaire. Elle a toujours été l'intelligente, celle qui a fait des études. J'étais juste mécanicien. Je lui faisais confiance. Laisse-moi deviner, elle a volé ta moitié. Pire, elle a tout volé. Elle a prétendu qu'il y avait des dettes que je ne connaissais pas. Droit de succession, frais juridiques. Elle m'a montré des documents prouvant que tout était parti. Je l'ai cru. J'étais en deuil. Je ne pensais pas clairement. Que s'est-il passé? 3 ans plus tard, j'ai croisé un vieil ami de la famille, un notaire qui avait aidé mes parents avec leur testament. Il m'a demandé comment j'avais dépensé mon héritage. Je lui ai dit qu'il n'y en avait pas eu. Il avait l'air confus. Il a dit qu'il vérifierait la succession. Il n'y avait pas de dette, pas de taxes majeures. Il aurait dû rester beaucoup d'argent. La main de Michel tremblait légèrement. J'ai engagé mon propre avocat. Ça a pris 6 mois, mais nous l'avons tracé. Valérie avait tout détourné vers des comptes qu'elle seule contrôlait. Chaque euro. Elle avait falsifié des documents sur les dettes, fabriqué des dépenses, volé 200 000 € à son propre frère. Avez-vous porté plainte? J'ai essayé. Il y a la prescription. Et en France, on ne peut pas porter plainte pour vol entre familles sauf exception, c'est compliqué au pénal. Mon avocat a dit que nous pourrions essayer au civil, mais cela coûterait plus que ce que je récupérerais. Alors, j'ai coupé les ponts, je lui ai dit que si jamais elle s'approchait de moi à nouveau, je m'assurerais que tout le monde sache ce qu'elle avait fait. Il a glissé le dossier vers moi. C'est tout. Relevé bancaire, les documents falsifiés, témoignages. Je te le donne parce que tu te bats contre elle. Et Jean-Pierre, elle doit être arrêtée.
J'ai ouvert le dossier. Page après page de preuves. Claire. Documentée. Accablante. Pourquoi m'aider? Vous ne me connaissez pas. Parce qu'elle fait ça toute sa vie. Elle prend ce qui n'est pas à elle. Elle ment à ce sujet, joue la victime quand elle est prise. Quelqu'un doit enfin la tenir pour responsable. Autant que ce soit toi, Michel. C'est une preuve de fraude. Faux et usage de faux. Je sais. Fais-en ce que tu veux. Je veux juste qu'elle fasse enfin face aux conséquences. Après son départ, je suis resté assis avec ce dossier pendant 1 heure. Puis j'ai appelé mon avocat. J'ai besoin que tu vois quelque chose. Valérie fait ça depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Sophie est passée ce soir-là. Je lui ai montré tout ce que Michel avait apporté. Elle a lu en silence, puis a levé les yeux avec des larmes aux yeux. Papa, c'est un monstre. C'est une prédatrice, et elle chasse depuis des décennies. Qu'est-ce que tu vas faire? Le bureau du procureur de la République était utilitaire. Mur gris, néon, odeur de café brûlé et de promesses non tenues. Le substitut du procureur, Monsieur Rochefort, était assis en face de moi, examinant les preuves. J'avais apporté les documents de Michel, mes enregistrements, les relevés bancaires, les reçus d'hôtel, tout. Monsieur Delacroix, c'est considérable. Vous documentez cela depuis un moment. Des années. Je suis auditeur financier. La documentation, c'est ce que je fais. Il a feuilleté les pages. Les preuves du frère. Cela montre un schéma. Escroquerie contre un membre de la famille, cela renforce considérablement tout dossier. Pouvez-vous poursuivre pour le cas du frère? La prescription est passée, mais cela établit un motif de comportement. Montre qu'elle a déjà fait ça. C'est précieux. Il a sorti un autre dossier. Les conclusions préliminaires du contrôle fiscal montrent des divergences significatives dans ses comptes professionnels. Revenus non déclarés, dépenses frauduleuses, dépôts en espèces totalisant plus de 300 000 € au cours des 4 dernières années. D'où cela vient-il? C'est ce sur quoi ils enquêtent. Mais Monsieur Delacroix, une évasion fiscale à cette échelle. Nous parlons d'accusations graves. 5 à 10 ans potentiellement. Elle a cherché ça elle-même. C'est vrai. La tentative de procuration. C'est une tentative d'escroquerie au jugement ou d'abus de confiance. La clause de coercition que vous avez incluse était intelligente. L'enregistrement que vous avez fait de cette réunion est admissible. Allez-vous poursuivre? Il a fermé le dossier. Je monte un dossier. Convocation devant le juge dans 6 semaines. S'ils l'inculpent, et je pense qu'ils le feront, votre femme fait face à de multiples chefs d'accusation criminels. Je suis sorti de ce bureau sans rien ressentir. Pas de victoire, pas de satisfaction, juste le poids de regarder quelqu'un se détruire soi-même. Cette nuit-là, Valérie a appelé. Première fois en 2 semaines. Jean-Pierre, j'ai entendu dire que tu es allé voir le procureur. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai rien fait. J'ai fourni des preuves de crime. Ils font leur travail. Je pourrais aller en prison. Tu pourrais. S'il te plaît, Jean-Pierre. Je t'en supplie. Laisse tomber ça. Dis-leur que tu ne coopéreras pas. Non, je perdrai tout. Tu as déjà tout perdu. Jean-Pierre, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs. J'avais peur. J'étais stupide. Mais je ne mérite pas la prison. J'ai pensé à Michel, à Lucas et Camille, à toutes les personnes qu'elle avait blessées au fil des ans. Valérie, tu as passé ta vie à prendre aux gens. Ton frère, tes enfants, moi. Tu n'as jamais fait face à de vraies conséquences. Peut-être qu'il est temps que tu le fasses. Je te déteste. Je sais. Mais tu détestes encore plus les conséquences. Elle a raccroché. Sophie a appelé quelques minutes plus tard. Papa, c'était maman? Oui. Tu vas bien? Je vais bien. Elle voulait que j'abandonne l'enquête. Tu ne vas pas le faire, hein? Aucune chance. Elle doit affronter ça. Bien. Parce que Claire et moi avons parlé. Nous voulons être là au procès. Si ça va au procès, nous voulons te soutenir. Vous n'êtes pas obligé.
On le veut. Tu t'es protégé, papa. Tu n'as rien fait de mal. Nous sommes fiers de toi. Après avoir raccroché, j'ai marché dans mon bureau, versé un verre, regardé la maison autour de moi, ma maison, mon sanctuaire, toujours debout. Dans 6 semaines, la justice déciderait du sort de Valérie. Les preuves étaient accablantes. Le dossier était solide. La justice arrivait enfin, et je dormirais sur mes 2 oreilles en sachant que j'avais protégé non seulement moi-même, mais tout ce qu'elle pourrait blesser à l'avenir. Les marches du palais de justice étaient froides ce matin de novembre. Sophie et Claire se tenaient à mes côtés, soutien silencieux dans des manteaux coûteux et des expressions déterminées. « Tu es prêt, papa ?» a demandé Sophie. « Je suis prêt depuis des mois. » À l'intérieur, la salle d'audience sentait le vieux bois et l'air vicié. Valérie était assise à la table de la défense avec un avocat commis d'office. Elle avait déjà épuisé 3 avocats privés. Aucun ne voulait toucher à son dossier. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Des racines grises montrant à travers la teinture blonde, un blazer bon marché au lieu de vêtements de créateur. La femme qui était entrée dans mon bureau en exigeant des signatures avait disparu. C'était ce qui restait. Le juge est entré. Nous nous sommes levés. Dossier numéro 2024, CR 8847. Le ministère public contre Cassandra Reynolds Delacroix, Valérie. Sommes-nous prêts à procéder? L'avocat de Valérie s'est levé. Votre honneur, ma cliente souhaite plaider coupable. Allez-y. Valérie s'est levée, les mains tremblantes. Coupable, votre honneur. De tous les chefs d'accusation. Le procureur s'est levé. Votre honneur, compte tenu du plaidoyer de l'accusé et des preuves présentées, l'État recommande 42 mois de prison ferme suivis de 5 ans de mise à l'épreuve et restitution intégrale à toutes les victimes. Le juge a regardé Valérie. Madame Delacroix, comprenez-vous ce à quoi vous plaidez coupable? Oui, votre honneur. 4 chefs d'évasion fiscale, 2 chefs de fraude, 1 chef de complot. Vous comprenez que cela signifie une peine de prison. Je comprends. Et vous entrez ce plaidoyer volontairement? Oui. Le juge a pris des notes. Le verdict est fixé au 15 décembre. La liberté sous caution est révoquée. L'accusé sera placé en détention immédiatement. 2 gendarmes se sont approchés de Valérie. Elle a regardé en arrière une fois directement vers moi. Pas avec haine, avec défaite. Je n'ai rien ressenti. Ils l'ont emmenée. La salle d'audience s'est vidée. Sophie m'a serré dans ses bras dans le couloir. C'est fini. Elle a dit, ça l'est. Claire nous a rejoints. 42 mois. Elle en fera peut-être 30 avec une bonne conduite. C'est quand même assez long, ai-je dit. Dehors, le soleil perçait les nuages. Lucas et Camille attendaient sur les marches. Ils étaient venus assister au plaidoyer. Lucas m'a serré la main. Merci d'avoir mené cela jusqu'au bout. Tu as aidé à faire arriver ça. Camille a souri, le premier sourire authentique que j'avais vu d'elle. Peut-être que maintenant nous pouvons tous avancer. Nous nous sommes tenus ensemble. Ces enfants que Valérie avait trahis, et nous avons parlé d'avenir au lieu de blessures passées. Michel, son frère, a appelé cet après-midi-là. J'ai entendu. Plaidoyer de culpabilité. 42 mois. Oui. Bien. Peut-être qu'elle apprendra enfin quelque chose. Peut-être. Mais je ne retiens pas mon souffle. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon bureau. La maison était calme. Ma maison enfin complètement à moi à nouveau. Les papiers du divorce étaient déjà déposés. Non contestés maintenant. Elle n'avait rien pour se battre. La licence d'avocat de Nicolas a été révoquée de façon permanente. Il avait déménagé dans une autre région, la queue entre les jambes. Tout était résolu, chaque détail réglé. Sophie et Claire sont venues dîner ce soir-là. Nous avons cuisiné ensemble, ri ensemble, nous sommes souvenus de Caroline ensemble. Maman serait fière, a dit Claire. De la façon dont tu t'es protégée. J'espère. On le sait. Sophie a ajouté, tu nous as appris quelque chose d'important. Se défendre? Tout documenter. Ne jamais laisser personne faire de toi une victime.
C'est la leçon, ai-je dit. Tu n'es jamais une victime si tu le vois venir et que tu te prépares. Plus tard, seul, je me suis versé un verre et je suis sorti sur la terrasse arrière. L'air froid de novembre, des étoiles claires. Valérie passerait les 3 prochaines années en prison, puis 5 autres à regarder par-dessus son épaule. Je les passerais à vivre la vie que j'avais protégée, travaillant, passant du temps avec mes filles, peut-être même à sortir à nouveau un jour. Mais pas encore. D'abord, j'avais besoin de juste respirer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. 18 mois plus tard, je me tenais dans cette même maison, regardant la pluie de printemps par la fenêtre. La maison semblait différente maintenant, plus légère, comme si j'avais expiré quelque chose de toxique et que je pouvais enfin respirer. Sophie s'était fiancée. Un banquier d'affaires qu'elle avait rencontré au travail. Un homme bien, respectueux. J'avais vérifié ses antécédents de fond en comble. Vieilles habitudes. Claire devenait associée dans son cabinet. Caroline aurait été si fière. Valérie en était à 16 mois de sa peine. Un établissement à sécurité minimale. Elle m'avait écrit 2 fois. Je n'ai jamais ouvert les lettres, retourné à l'envoyeur. Lucas et Camille avaient repris contact avec moi. Nous nous rencontrions pour dîner occasionnellement. Ils guérissaient, construisant des vies que la toxicité de leur mère n'avait pas empoisonnées. Michel appelait tous les quelques mois. Nous étions devenus des amis improbables. 2 hommes qui avaient survécu au même prédateur. Mon travail continuait. Nouveau dossier, nouveaux clients. Les entreprises en crise avaient toujours besoin de quelqu'un pour suivre l'argent. Mais j'étais plus prudent maintenant, plus sélectif. La vie était trop courte pour la passer à se noyer dans les désastres des autres. La sonnette a retenti. Sophie et son fiancé apportant le déjeuner. Papa. Elle m'a serré dans ses bras. Tu as l'air bien. Détendu. Je le suis. Nous avons mangé ensemble, parlé des plans de mariage, ri de rien d'important. Après leur départ, j'ai marché dans la maison. Chaque pièce contenait des souvenirs maintenant. Pas de Valérie, de Caroline, de mes filles grandissant. De la vie que j'avais construite de mes propres mains. Dans mon bureau, j'ai ouvert le tiroir verrouillé. Celui avec toutes les preuves que j'avais collectées, des années de documentation, de protection, de préparation. J'avais tout gardé, même après le procès. Une assurance juste au cas où. Mais en le regardant maintenant, j'ai réalisé quelque chose. Je n'en avais plus besoin. J'ai apporté les dossiers dehors vers le brasero. Un par un, je les ai donnés aux flammes. Relevés bancaires, reçus d'hôtel, enregistrements, tout. Les regarder brûler ressemblait à relâcher un poids que j'avais porté trop longtemps. Le dernier document était la procuration que Valérie avait essayé de me forcer à prendre. Celle qui avait tout déclenché. Je l'ai tenue un moment, lisant ma propre signature. Puis je l'ai lâchée dans le feu. Alors qu'elle brûlait, j'ai pensé aux éventualités, au fait de se préparer au pire tout en espérant le meilleur. À se protéger sans devenir paranoïaque. J'avais fait ce que je devais faire. Défendu ce qui était à moi. Arrêter quelqu'un qui avait blessé des gens pendant des décennies. Mais je n'étais plus défini par ce combat. J'étais juste Jean-Pierre, 62 ans, père de 2 femmes incroyables. Grand-père bientôt, si les allusions de Sophie signifiaient quelque chose. Un homme qui avait aimé et perdu et aimé à nouveau. Qui avait été trahi et avait survécu. Qui avait appris que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est simplement de refuser d'être une victime. Le feu s'est éteint. Les cendres se sont dispersées dans la brise. Je suis retourné à l'intérieur, me suis versé un verre, et j'ai appelé Sophie. Et, ma chérie. À propos du mariage. Je pensais que peut-être on pourrait le faire ici dans le jardin. Ta mère aimait ce jardin. Caroline, je veux dire, elle voudrait faire partie de ça. Papa, c'est parfait. Vraiment parfait. Après avoir raccroché, je me suis assis sur la terrasse arrière regardant le coucher du soleil. Quelque part, Valérie était dans une cellule comptant les jours. Ici, j'étais libre. Vraiment libre. Et c'était la plus grande victoire de toutes. Pas la vengeance, pas même la justice, juste la paix. Enfin, la paix.